Bonjour à tous, bienvenue cet après-midi à Humanis qui nous accueille dans le cadre de la 7e quinzaine culturelle iranienne organisée par l'association Strassiran. Donc on est heureux de vous accueillir ici pour notre conférence sur le tourisme solidaire en Iran, où l'idée c'est de vous présenter ce qu'on a fait jusqu'à maintenant et dans quel état d'esprit on travaille. Alors je vois autour de l'Assemblée des gens qui ont déjà voyagé avec nous, donc ils pourront aussi témoigner s'ils le souhaitent, bien sûr. Et puis il ne faudra surtout pas hésiter à poser des questions. On est là surtout pour échanger, pas pour faire un cours magistral, évidemment. Voilà. Donc, ce projet est né de la rencontre entre deux associations, Strassiran, qui est active dans le dialogue interculturel, et Réagir ensemble, qui travaille depuis 20 ans dans l'humanitaire et la solidarité internationale. Alors, quelle est notre démarche? Je crois que c'est très important que tous ceux qui sont là, et globalement ceux qui s'intéressent à ce qu'on fait, comprennent quelle est notre démarche et qu'ils comprennent surtout qu'on n'est pas une agence de voyage. Voilà. Le projet qu'on porte, ce n'est pas un projet de vente d'un voyage, en fait. Voilà. J'insiste, alors on l'a mis maintenant en rouge dans nos présentations parce qu'on s'est rendu compte dans les premières éditions, quand on a commencé depuis 2017-2018, que malheureusement, malgré le fait qu'on le dise, malgré le fait qu'on travaille ensemble de manière collaborative, ce n'était pas toujours très clair. Donc maintenant, on insiste en premier là-dessus. C'est-à-dire que ceux qui veulent acheter un voyage pour aller en Iran dans une logique d'un circuit tout prévu, clair, dès le départ, acheter une prestation, on a des partenaires, des agences de voyage qui soutiennent la quinzaine culturelle, vers lesquels on peut vous aiguiller et où vous serez accueillis vraiment très bien et où vous pourrez acheter des voyages, différents types de voyages prévus. Donc ça, c'est un élément très important à comprendre. Et du coup, aussi comprendre que les accompagnateurs, alors pour l'instant c'est Catherine et moi qui accompagnons les groupes, mais on n'abandonne pas l'idée que d'autres membres de l'association puissent aussi un jour, peut-être Vincent ou d'autres, accompagner les groupes. Mais pour l'instant c'est Catherine et moi. Donc les accompagnateurs voyagent avec vous en tant que voyageurs. Ils payent leur billet d'avion, ils payent leur déplacement sur place, ils payent leur hébergement, leur nourriture. Vous ne contribuez pas à hauteur de 1 seul euro au déplacement des gens qui vous accompagnent. C'est en réalité pour bien comprendre le concept, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on demande à tous ceux qui veulent partir de commencer par adhérer à l'association, de devenir membre de l'association, parce que le concept commence effectivement, comme vous pouvez le voir à l'écran, avec la formation d'un groupe, entre 6 et 10 personnes. Alors quand on dit 10 personnes, c'est vraiment un grand maximum. Ce qu'on aime, c'est effectivement qu'on soit 10 avec nous. Donc 8 voyageurs. Avec nous deux, ça ferait 10. Et l'idée, c'est vraiment de s'y prendre en amont pour pouvoir construire le voyage ensemble. Donc il y a plusieurs mois dans lesquels on se rencontre, au moins 1 à 2 fois par mois, tous les gens intéressés, et on construit le voyage ensemble. Alors qu'est-ce que c'est que de construire le voyage ensemble? C'est ce que vous voyez marqué là. C'est le choix des villes et des sites qui sont visités. C'est le type d'hébergement qu'on choisit. Voilà, on pourra vous donner quelques exemples après où vous verrez qu'on, selon les voyages, selon l'alchimie des groupes, parce que chaque groupe, c'est une alchimie différente. Il y en a qui préfèrent des choses plus classiques, d'autres qui préfèrent des petits endroits, d'autres qui préfèrent des restaurants type Gargote, d'autres qui préfèrent... voilà. Chacun a des préférences. On choisit le type de transport, on choisit tout ensemble, on fait en quelque sorte un budget prévisionnel ensemble. C'est un travail vraiment collaboratif, tout est transparent, on décide tout ensemble. Donc ça, c'est très important de le comprendre, parce que si vous n'avez pas le temps de participer à ces réunions, de construire ce voyage, entre guillemets, vous approprier les autres participants au voyage, il ne faut pas vous engager dans cette démarche, parce que c'est le concept même qu'on propose, c'est les gens se connaissent avant de partir, en fait. Ils ont déjà travaillé ensemble pendant des semaines et des mois, et c'est vraiment le cœur de ce qu'on propose. Voilà. Et puis, du coup, à l'issue du voyage, alors vous me direz, mais pourquoi vous faites tout ça? Bon, évidemment, faire connaître l'Iran, c'est le premier objectif. Mais il y a aussi clairement un objectif économique
qui consiste à permettre aux gens qui voyagent avec nous, à l'issue de leur voyage, de financer les projets solidaires, les projets humanitaires qu'on a en Iran, dont Vincent va nous parler tout à l'heure. Donc là aussi, au fur et à mesure des expériences, on a été amené à clarifier les choses. Donc on demande aux participants de faire un don de l'équivalent de 30% du coût total de leur voyage. Comme grâce au fait qu'ils voyagent avec nous, ils payent beaucoup moins cher et tout est au prix de revient, il n'y a aucun bénéfice qui est fait sur le voyage et puis c'est toujours les bons plans qui sont pris. On leur demande de faire ce don à la fin qui correspond à 30% du budget total qui a été dépensé au bénéfice de l'association. Sachant que comme l'association est reconnue d'utilité sociale, il y a un rescrit fiscal qui est octroyé qui vous permet de déduire les 2/3 de votre don de l'impôt final à payer. Voilà, donc les dons sont bien sûr affectés au projet dont Vincent va nous parler tout à l'heure. On a des projets à Shiraz, pour ceux qui connaissent un peu l'Iran, et à Kerman. Alors notre concept, comme l'a déjà un petit peu expliqué Kamran, c'est la recherche de la réciprocité. C'est-à-dire on recherche l'équilibre d'un voyage des paysans, ponctué de détente, de découverte, avec le financement d'actions solidaires, de solidarité internationale, permettant cette réelle réciprocité. Alors, ce qu'on a déjà fait les années qui viennent de passer, alors on avait fait des voyages aussi en 2015-2016, mais on ne les a pas mis là. On a repris les choses depuis 2018. Donc un groupe de 7 personnes est parti en avril-mai 2018, 8 personnes en avril 2019, 8 personnes en octobre 2019, et 2 groupes étaient prévus pour 2020, un pour le printemps, un pour l'automne, c'est-à-dire les billets étaient pris, tout était planifié, mais bon, le Covid faisant, on a été obligé d'annuler. Par contre, un nouveau groupe est parti, alors uniquement des Iraniens, puisque je rappelle que dans la période, c'est que très récemment, depuis quelques semaines, que l'Iran a réouvert de nouveau la possibilité d'avoir des visas. Donc l'Iran était fermé jusqu'à il y a quelques semaines. Mais là, on a fait un voyage en août 2021 uniquement avec des Iraniens. Voilà. Et puis un groupe est évidemment en construction pour l'automne 2022. Date à définir, circuit à définir, comme je le disais tout à l'heure pour les derniers qui sont arrivés. On construit tout ensemble. Tout est décidé ensemble à l'occasion de réunions qui ont lieu une fois que le groupe est constitué. Pour vous donner des exemples un petit peu des parcours qui ont été faits dans les différents voyages, en avril 2018, nous sommes partis de Téhéran vers l'ouest, pas trop loin de la frontière irakienne, à Kermanshah, redescendu sur, je vois pas bien, sur Yazd, en passant par Ispahan, puis Yazd, et on a fini par Shiraz, et on est remonté sur Téhéran. C'était un voyage de 13 jours à peu près, ce voyage-là. Voilà, donc Téhéran, c'est ici. Téhéran est là. Donc on est parti directement sur Kermanshah parce qu'il y avait possibilité d'avoir un nouveau partenaire suite au tremblement de terre qu'il y avait eu là-bas. Donc avec les voyageurs, on est allé voir les partenaires là-bas. On est allé directement par la route, comme disait Catherine, à Kashan, Yazd, qui est ici, au bord du désert, l'une des plus vieilles villes du monde, Shiraz, et puis retour direct à Téhéran. Voilà. Isfahan, pardon, j'ai dit Kashan, je crois. Non, Ispahan, on est passé par Ispahan. Le second voyage, nous sommes partis de Téhéran vers le nord, vers la Caspienne, pour rejoindre Tabriz. De Tabriz à Ispahan, on a pris l'avion. Et ensuite, par la route, on a fait Ispahan-Shiraz, Shiraz-Kashan en remontant et retour à Téhéran. Donc octobre 2019, certains dans la salle étaient là. Donc on est parti de Téhéran à Kashan. De Kashan, on est allé à Yazd. De Yazd à Shiraz. Et puis on est retourné à Ispahan.
Et de Ispahan, on est allé à Varzane, dans le désert de Varzane, désert de sable. Hein. On a quelques petites photos, après on pourra vous montrer. Puis de là, on a fait un retour direct à Téhéran. Le voyage d'août 2021, départ de Téhéran, Kashan, Noïn, la région de Achine, redescendu sur Yazd, puis Chiraz, puis Ispahan. L'avion après. L'avion de retour à Téhéran. Donc voilà, pourquoi ça nous tenait à cœur de vous montrer un petit peu les différents types de voyages, parce que vous voyez qu'il n'y a pas deux voyages qui se ressemblent en fait. Même s'il y a un impondérable, enfin une constante en Iran, c'est le triangle, hein, que quasiment tous les voyageurs veulent voir. Donc Ispahan, Yazd, Shiraz, ça c'est vraiment le triangle que tout le monde veut voir et c'est vraiment à voir, c'est clair. Mais en tout cas, en dehors de ce triangle qui est quasiment systématiquement pris dans chaque voyage et où après on peut le faire dans l'ordre ou le désordre, on peut, vous voyez bien, faire des choses très différentes, notamment aller au nord, au sud, Kerman, Tabriz, voilà, il y a plein d'options possibles. On va passer la parole à Vincent, qui va nous parler de Réagir Ensemble, le partenaire de Strassiran qui a des projets humanitaires en Iran. Alors bonjour tout le monde. Moi c'est Vincent Bridonneau, donc je suis coprésident de Réagir Ensemble, qui est une association partenaire avec Strassiran sur ce projet. En deux mots, Réagir Ensemble, c'est une association de solidarité internationale qui est née en 1994. On a beaucoup œuvré en Afrique, Togo, Bénin, Mali, pour le financement de centres de santé, d'écoles. Et puis, depuis 2014-2015, on a financé des actions en Iran. En commençant par Shiraz, donc dans la banlieue Shiraz, dans les quartiers défavorisés de Shiraz, où là on a aidé c'est une association d'étudiants en médecine qui intervient dans les écoles de quartiers défavorisés, et leur but c'était d'apporter des petits déjeuners dans les écoles. Alors pourquoi ? C'est parce que c'est des enfants défavorisés qui partent souvent le matin, qui n'ont rien dans le ventre. Donc ça, c'était un objectif de leur apporter une nutrition avant la journée de travail. Et un deuxième objectif aussi, c'était de suivre médicalement les enfants, de veiller à leur santé, de voir quels enfants sont un problème, ont des problèmes sanitaires. Donc ça avait ce double objectif. Et depuis le Covid, les écoles ont fermé, donc les enfants n'étaient plus à l'école et se sont réorientés sur l'aide des familles, notamment des familles défavorisées de ces quartiers difficiles. Voilà. Donc ça, c'était une première action. Une deuxième action aussi avec ce qu'on appelle la Maison des Amis. La Maison des Amis, c'est un centre socio-culturel dans le quartier de Shiraz, aussi dans les quartiers défavorisés de Shiraz, qui a un programme de sortir les enfants des rues. Souvent dans ces quartiers-là, les enfants sont laissés un peu tout seuls. Et là, c'était de les amener dans une maison où ils sont soutenus, on leur apprend des métiers, on s'occupe un peu d'eux et puis on les sort de cette misère-là. Donc c'était la deuxième association qu'on a soutenue. Une troisième, c'était l'association Toulouse, qui a un programme d'enseignement avant la maternelle. C'est pour préparer en fait les enfants à la maternelle. Parce que là-bas, c'est pas comme chez nous, il n'y a pas le périscolaire. Donc ces enfants, ils arrivaient à l'école, ils n'avaient pas suffisamment de bagages. Donc là, c'est une association qui les prépare à la maternelle, qui leur apprend déjà les premiers rudiments de lecture. Voilà. Et donc depuis la pandémie, en fait, il y a eu des changements. Parce que tout ça s'est un peu arrêté. Et il y a eu d'autres besoins.
dans ces quartiers. Et c'était surtout aider pour une aide d'urgence. Donc c'était la fabrication de kits de santé, le kit d'hygiène à partir de printemps 2020 avec l'association des étudiants en médecine. Voilà pour les projets qu'on a soutenus jusqu'à maintenant. Et une autre action, c'est avec le groupement Gogino. Donc là, ce sont des femmes, notamment dans la région de Kerman, qui ont une action notamment contre la gestion de l'eau. Donc, leur but, en fait, c'est de lutter contre l'exode rural parce que les gens ils partent en ville. Avec la crise, avec toutes les crises, le manque de moyens, les gens vont dans les quartiers en ville et puis souvent finissent dans les quartiers pauvres. Donc là, c'était vraiment... le but, c'est que les gens restent dans ces régions rurales. C'est également de réparer et de rénover les canates. Alors les canates, c'est un système d'adduction d'eau. Je ne sais pas, Cameron pourra nous en parler juste après. Leur action, c'est également de protéger les savoir-faire locaux, par du tissage notamment. L'amélioration de la gestion de l'eau, ça on en a parlé avec les canates, et puis renforcer la protection des écosystèmes de la région rurale. Donc là, c'est une action qu'on va mener avec eux et que par ces voyages solidaires, on va pouvoir financer. Peut-être que Cameron peut juste nous expliquer les listes de canates, parce que c'est intéressant. Oui, les canates, c'est des systèmes d'adduction traditionnels de l'Iran. En fait, c'est des circuits souterrains qui sont creusés de la montagne, puisque, comme vous le savez, l'Iran est un pays très montagneux. Et des canaux étaient depuis des milliers d'années, en fait, ça existe en Iran, creusés sous la terre pour emmener de l'eau jusqu'aux villes. Alors, vous avez des canates qui font des fois 150, 200. Vraiment les canates, je veux dire, sont pour certains très très longs. Et longtemps, on s'est demandé comment ils faisaient pour réussir à respecter une pente si faible pour que l'eau coule quand même de la montagne jusqu'aux villes. Et voilà, ils ont fini par découvrir le système avec lequel ils le font, qui est assez basique, hein, et qu'on peut voir au musée de l'eau justement à Yazd, qui est assez intéressant. Donc voilà, les canates, c'est ça. Ça permet aussi surtout que l'eau ne s'évapore pas jusqu'à arriver aux villes. Donc le problème qu'il y a dans ces régions très très reculées, très rurales, et quasiment, là on est quasiment dans le désert, hein. Shafiabad, le village du groupement Gogino. Kerman, c'est déjà une ville, pour ceux qui connaissent un peu l'Iran, déjà au bord du désert. Shafiabad, qui a plus d'1 heure et demie de voiture encore de Kerman. C'est en plein désert finalement. On aura quelques photos tout à l'heure, on verra. Et finalement, jusque-là, à chaque fois qu'un kanat ne marchait plus, les hameaux étaient abandonnés. Les gens n'avaient pas les moyens, et exode rural massif. Donc, ce en quoi le travail de ces femmes est exceptionnel, c'est que la dynamique, elle s'inverse aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avec l'argent qu'elles génèrent, elles réparent les canates, et ça permet que des familles qui avaient émigré, qui étaient allées en ville, qui étaient allées à Kerman, reviennent dans les villages. Donc ça, c'est vraiment formidable. Voilà, tu voulais compléter peut-être ? Comment on les aide? C'est qu'elles font des pâtés, donc de la broderie traditionnelle qui se fait à Kerman, et elles font plein d'objets. Et un des financements qu'on peut leur apporter, c'est quand on y va de ramener l'artisanat qu'elles proposent, et que l'on vend ensuite avec Réagir Ensemble et Strassiran à l'occasion du village du partage à Noël, à l'occasion du forum humanitaire ou de la rentrée des associations. Ça va venir là. Normalement. Peut-être qu'il y a des questions en attendant que la technique revienne. N'hésitez pas, hein, s'il y a des questions.
sur l'organisation, sur les choses qu'on a déjà dit. N'hésitez pas. Je passe le micro à quelqu'un. Faut peut-être dire aussi aux gens comment on s'est déplacé en Iran. Oui, En minibus. Oui, vas-y, tu peux témoigner, Monique. Tu peux te présenter et témoigner quand tu as voyagé. Oui, bonjour à tous. Voilà, j'ai participé au voyage en octobre 2019 et avec Cameron, Catherine et d'autres personnes. Là aussi, Josiane qui était avec nous. Et donc on se déplaçait en minibus. On allait de région en région, de ville en ville. Et moi, je dois rajouter que c'était un voyage vraiment formidable. Les gens sont accueillants là-bas. Voilà, c'était vraiment très très beau, quoi. Voilà. Merci, Monique. Mais de rien. Merci. Ah, c'est comme ça la technique, hein, Ouais. des fois. Ça va venir. Patient. Ouais. On peut aussi faire autrement, si ça marche. Voilà. Allez-y. Oui, bonjour à tous. Je voulais juste savoir, le canat, il est en quelle matière? Il n'y a pas de matière, c'est creusé à même la terre en fait, dans le D'accord. sous-sol, à une dizaine, quinzaine de mètres. Vous avez des puits comme ça tous les 50 mètres, tous les 100 mètres, pour qu'ils descendent. Les ouvriers descendent, c'est en fait de père en fils. Hein. L'entretien des canats se fait depuis des générations de père en fils. Ils descendent par des puits, et puis entre deux puits, ils creusent. Ils entretiennent maintenant, les canats existent depuis des milliers d'années. D'accord. Maintenant, tout ce qu'ils font, c'est entretenir. C'est-à-dire, quand ça s'écroule, ils y vont, ils nettoient et ils font remonter la terre. Ce qui fait que quand vous voyagez en Iran, des fois, quand le canat est pas loin de la route, vous voyez comme ça des monticules de terre, comme ça des petites buttes. En fait, c'est la terre qui a été remontée depuis les trous Parfait, des parce canats. que comme ça n'avait pas été dit, je pensais que c'était comme dans certains pays d'Afrique, il y a des espèces de petites rigoles avec des... Voilà, je pensais Non, que non, c'est souterrain. Voilà, donc merci. Pour pas que ça puisse s'évaporer, que l'eau s'évapore pas comme il fait très chaud. Et comme je n'ai pas eu d'image, je me demandais à quoi ça ressemble. Merci à vous. Voilà donc ce dont parlait Catherine tout à l'heure, le travail du groupement Gojino. C'est un peu ce genre de travail qu'elles font. C'est de la couture, hein, en fait. Hein. On appelle ça des pâtés. C'est cousu. C'est pas de la broderie, c'est de la couture. Une forme de broderie, on peut dire, quand même, si. Donc, vous voyez, c'est vraiment magnifique, quoi. Hein. Je ne sais pas si on voit sur l'écran. Voilà, donc là, vous avez une partie des femmes là, qui sont là. En fait, je me demandais juste, ça leur prend combien de temps pour faire ça? Un pâté comme ça, Ouais, une semaine, elle disait à peu près. Hein. Une semaine, ouais. d'accord. Et en fait, qu'est-ce qui se passait jusque-là? C'est un peu ce qui se passait en Afrique aussi, hein, les projets qu'on a fait en Afrique, où en fait on a le même genre de problème, où les gens, quand ils font les récoltes, c'est que les grossistes qui peuvent acheter. Parce que tout le monde fait sa récolte en même temps, et tout le monde vend en même temps, et du coup, il n'y a que les grossistes qui peuvent venir acheter, et c'est eux qui fixent les prix. Là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'elles n'avaient pas de moyens de vendre, donc c'est les grossistes qui leur achetaient ça à un prix misérable. Et du coup, ce groupement est né de ça, de cette révolte. Au départ, il y a 6 femmes qui se sont dit, maintenant ça suffit, on se regroupe entre nous, on va faire ça ensemble, et on va le vendre nous-mêmes. On ne va plus le vendre aux grossistes. Donc du coup, au départ, ça a fait un peu jaser, parce que les gens se disaient, mais elles font quoi ces femmes qui se réunissent ensemble? C'est des sociétés quand même assez traditionnalistes, hein, sociétés rurales iraniennes. Donc les pères, les frères, les maris se demandaient, mais qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'elle va, ma femme? Qu'est-ce qu'elle fait? Alors,
Voilà, ils savaient qu'elles étaient avec d'autres femmes, mais pour faire quoi? Enfin, on coud ensemble, mais oui, mais tu peux coudre à la maison, en gardant les enfants. Voilà. Et du coup, ça, pendant plus d'un an, jusqu'au jour où, effectivement, le Kanat du village de Shafiabad tombe en panne, justement, comme les villages autour. Et là, en fait, les femmes ont financé la réparation. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de ce moment-là, quand elles se sont mises ensemble, quand elles ont créé le groupement, à chaque fois qu'elles vendaient au même prix qu'elles vendaient aux grossistes, mais la différence, elles le mettaient dans une caisse commune pour les réparations, pour les besoins du village, ou alors pour faire des microcrédits, pour faire des prêts à l'une d'entre elles. Donc du coup, le jour où il y a eu ce problème, à partir des fonds qu'elles avaient mis dans la caisse, elles ont financé la réparation du Kanat. Et du coup, ce jour-là, tout le monde a compris l'intérêt de ce groupement. Et puis, à l'heure où on vous parle, maintenant, 4-5 ans après, elles sont 160 dans 8 villages différents autour là-bas. Donc, c'est des choses qui marchent, quoi. Hein. Puis, ça change les mentalités, c'est surtout ça qui est important. Voilà. Je vais vous montrer un peu les photos dans l'ordre. Certains vont se reconnaître. Je vois Ali, là, qui est là, qui a voyagé avec nous en 2018, et Vincent qui est là aussi. Dont on parle, on avait fait d'autres voyages avant, mais c'est le premier voyage, on va dire, dans ce nouveau modèle, dans le modèle qu'on a présenté aujourd'hui. Voilà. Donc ça vous montre un petit peu comment on voyage. C'est un minibus, pour ceux qui se demandaient comment on voyage. Tout à l'heure, tu parlais de comment on voyage. Ben, c'est un minibus qui est privatisé. On l'a pour nous pendant la durée qu'on a décidé. Et puis on va de ville en ville comme ça, ou même dans les villes quand on y est, quand on veut aller à droite et à gauche, ben c'est à notre disposition. C'est d'ailleurs une des dépenses avec l'hébergement et le billet d'avion le plus important, la privatisation, parce qu'en Iran, vous ne pouvez pas louer des véhicules comme ça. Il faut vous louer avec des chauffeurs. Et quand vous avez le chauffeur, il faut lui payer son hébergement, sa nourriture, enfin voilà, il y a tout ce qui va avec, quoi. Voilà un peu le type les restaurants, c'est souvent comme ça, hein, c'est des petites tables comme ça, à cette hauteur-là, où vous vous asseyez, vous enlevez les chaussures, et puis voilà, on vous sert là pour manger, ça se passe comme ça. Donc là, c'est Kermanshah dont parlait Vincent. Tu veux en dire quelques mots? Ce sont les villageois qui nous accueillent chez eux. En fait, on était au rez-de-chaussée ou au premier étage d'une de ces maisons. Et puis le soir, donc à 2 pièces, on s'est mis les filles d'un côté et les garçons de l'autre. Et on a mangé tous ensemble le repas que la femme avait fait pour la famille et pour nous. Et le petit-déj se passe aussi dans la famille. Il n'y a pas de restaurant. C'est une façon de rencontrer les villageois et d'être vraiment en milieu rural. Alors ça, c'est le village de Palangon. C'est le village de Palangon, à la frontière irakienne, au Kurdistan iranien. Bien sûr, dans ce village, il n'y a pas de restaurant, pas d'hôtel, il n'y a rien. Je veux dire, là, vous voyez, on arrive, il y a juste un pont qui y accède. On a dû faire du 4x4 pour y arriver. Et puis, comme disait Catherine, on était hébergés chez l'habitant. Donc là, on est à Ispahan, la grande place d'Ispahan. Narche-Jahan, exactement. Ça, c'est Ispahan aussi. On était dans un hostel qui est tenu par des gens qui ont une démarche intéressante, qui travaillent avec des personnes handicapées, des Iraniens hein, qui ont monté cet hostel. C'est un vieux bâtiment traditionnel qui a été transformé en hostel. Ça, c'est à Varzane, à Koupaye, le caravansérail de Koupaye, en allant vers le désert, dans la région de Ispahan. Ça, c'est par exemple le désert de Varzane. Vous voyez un peu le type de désert. C'est vraiment des déserts de sable, hein, comme on peut en voir. Comme au Sahara, voilà. Il y en a plusieurs à des endroits différents d'Iran. Celui-là, c'est celui de Varzane, dans la région de Ispahan. Donc voilà le véhicule qu'on a vu tout à l'heure de l'extérieur. C'est ce type de véhicule. Donc là, on est à Koshan, de mémoire. Vous voyez le type d'hôtel où on va. Vous voyez, habituellement, on choisit pas des grands hôtels. On prend des maisons traditionnelles qui ont été transformées en hôtels pour vraiment qu'on puisse profiter. Et souvent, ça profite. Les propriétaires, c'est des gens qui appartenaient à la maison, qui l'ont transformée en hôtel.
L'idée, c'est que ça puisse vraiment profiter à la population et pas à des investisseurs, quoi. Ça, c'est Yazd, c'est les rues de Yazd. Ça, c'est le parc de Dolatabad, le piège les tours avant. En fait, c'est un système de climatisation traditionnel qui existe en Iran. Celui-là, il est classé au patrimoine de l'humanité, de l'UNESCO. C'est le plus grand du monde. En fait, vous voyez, il y a des lamelles comme ça. Il y a des facettes dans la tour avant. Ce qui fait que de n'importe quel côté que vient le vent, il est capturé et il descend dans l'immeuble. Et dans la pièce où arrive tout en bas, à la base, ici, là, à la base de ce tour avant, il y a du vent. Je veux dire, vous vous mettez là, vous êtes décoiffé par le vent. Alors qu'à l'extérieur, vous n'y avez pas un pet de vent, quoi. C'est vraiment un phénomène qui est impressionnant, quoi. Hein. C'est du vent frais en plus. Ouais. C'est une clim sans mécanique, quoi. Il n'y a pas une seule turbine, il n'y a rien. C'est impressionnant. Souvent, ils mettaient en fait une pièce en dessous où ils conservaient ils mettaient la pièce en dessous où ils conservaient tout ce qui était alimentaire, quoi, qui devait rester au frais, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Exactement. Voilà. On voit qu'il y a un connaisseur. Voilà, bon, Persépolis, hein, on a mis une photo quand même de Persépolis, puisque oui, c'est quasiment aussi un incontournable. Hein. Ceux qui voyagent en Iran, voilà la Persépolis, c'est évident. Donc ça, c'est la tombe de Hafez à Shiraz. Les poètes, pour ceux qui connaissent un petit peu l'Iran, qui s'intéressent à l'Iran, la poésie, c'est vraiment culturel. Hein. Et c'est pas lié à une classe sociale. C'est vraiment très populaire. Hier soir, on avait une soirée poésie. Madame Anvar était là, Lélie Anvar. Elle disait c'est fréquemment qu'on peut, quand on prend le taxi, avoir un chauffeur de taxi qui vous récite des vers de mystique iranien. C'est vrai, en fait. C'est quelque chose qui est populaire. Dans les jeunes générations, c'est peut-être moins vrai aujourd'hui, mais c'est quand même quelque chose qui est particulier en Iran. Si quand vous allez au mausolée de Hafez ou d'autres poètes, c'est toujours surprenant. Souvent, il y a des écoles. Donc, on fait des sorties de classe vers les mausolées des poètes, qu'on ne fera pas tellement ici. Et surtout, le nombre de gens qui ont un livre et un recueil de poésie de toutes les générations et qui se posent et qui vont lire des poèmes en venant au jardin de Hafezieh ou d'autres. Ça, c'est vraiment très courant en Iran. Donc ça, c'est une photo dans la région au nord-est de Téhéran, en allant vers la mer Caspienne. J'ai un trou sur le nom du village. Massoulé, c'est ça, c'est Massoulé, ouais. Voilà, c'est en fait des maisons qui sont les unes sur les autres. En fait, le toit d'une maison, c'est la cour de la maison suivante, quoi. C'est assez intéressant, c'est en pleine montagne. En hiver, il y a de la neige partout, c'est impressionnant. Donc là, je pense que c'est... Non, je dirais que c'est Boarefine, peut-être. Ouais, je crois que c'est Boarefine, ouais. C'est Boarefine, ouais, à Kashan, ouais. En Iran, c'est la symbolique du jardin, c'est vraiment quelque chose qui est particulier. C'est vraiment un avant-goût du paradis, on appelle ça, quoi. Hein. Le jardin, c'est l'avant-goût du paradis. Voilà. Un exemple du paradis. Voilà. Donc les jardins, les riches, les rois, les puissants ont toujours eu à cœur d'avoir des jardins sublimes. Alors ça, c'est pas l'une des meilleures photos de ce jardin. Hein. C'est un jardin qui est vraiment impressionnant de beauté. Mais en tout cas, voilà, il faut le savoir. Là, ça vous permet, je pense que c'est une photo qui est bien parce que ça vous permet de voir aussi la manière dont il faut s'habiller en Iran, surtout pour les femmes. Voilà, il y a le respect du voile islamique, hein, mais vous voyez que c'est pas non plus, voilà, c'est pas non plus une caricature. Donc ça vous permet un petit peu de vous faire une idée de la manière dont il faut être habillé. Manches longues, pantalons longs pour les hommes, hein, pas de short. De préférence manches longues, bon, manches courtes c'est toléré pour les hommes, pas pour les femmes.
Et puis le voile islamique qui est comme vous le voyez là. Alors là, certaines dames l'ont enlevé pour la photo, mais il n'y a pas besoin qu'il soit noir, il n'y a pas besoin qu'il couvre, qu'il n'y ait que les yeux qui sortent. Voilà, on a tout entendu par rapport à ça. En clair, c'est pas une burqa, quoi. Voilà. Voilà. Parce que souvent, on fait le parallèle en pensant qu'il faut être sous une toile en allant en Iran. Voilà. Voilà, donc ça c'est pareil pour vous montrer un peu, c'est Kashan aussi, pour vous donner une idée un petit peu du type de restaurant. Là en l'occurrence c'était un restaurant, ou des cafés, ou des hôtels, c'est souvent un peu cette forme-là. Ça vous donne une idée de commencer avec le point d'eau toujours au milieu, toujours de la verdure, des puits de lumière, en fait c'est assez courant cette architecture-là. Donc là on est à Shiraz, c'est le musée de Nasir al-Mulk, je dirais, de la mosquée. Rose, on l'appelle. Donc ça, c'est une photo où quand on était en visite chez les partenaires à Shiraz. Voilà. Donc c'est pas obligatoire, bien sûr. C'est ceux qui veulent aller les rencontrer. On va avec eux les rencontrer sur place, là où ils travaillent, et puis on discute, on pose des questions. Donc ça, c'est ce dont parlait Vincent tout à l'heure. C'est une des associations qui, malheureusement, depuis, c'est Toulouse, qui a dû arrêter son activité à cause du Covid. L'association a fait faillite, quoi. Parce que pas de dons pendant 2 ans. Et comme ils étaient locataires du centre où ils étaient, ils n'ont pas pu payer, ils ont dû arrêter. Ils ont tenu quelques mois, mais le Covid était beaucoup trop long, ils ont arrêté l'association. Je ne sais pas si l'association est dissoute, mais en tout cas, l'activité n'a plus lieu, malheureusement. Ben oui, mais c'est comme ça. Voilà, des photos comme ça du quotidien. Tu veux dire quelques mots? Non. Voilà, les pastèques, les melons. Voilà. Voilà le genre de paysage qu'on a quand on voyage en voiture dans les... C'est très montagneux, l'Iran c'est un pays montagneux. Les grandes villes sont toutes sur le plateau. Elles sont toutes au-dessus de 700-800 mètres. Téhéran, par exemple, c'est entre 900 mètres et 1800 mètres. Et heureusement d'ailleurs. C'est ce qui fait que si vous regardez la météo, avec les pays autour, l'Irak, l'Arabie Saoudite, tous ces pays-là qui sont mis au niveau de la mer, vous verrez qu'il y a toujours 10 degrés de différence entre les villes iraniennes et les villes des pays du Golfe. Pas l'Afghanistan, parce que l'Afghanistan est aussi un pays d'altitude. Mais voilà, c'est des montagnes à plus de 5000 mètres. Il y a des montagnes à plus de 5000 mètres en Iran. Oui, il y a des régions qui sont très chaudes. Oui. Par exemple, la région de Montmarie, à Avaz. Ah, Avaz, ouais. Il fait en été à peu près 60 degrés. Oui. Frontière de l'Irak, ouais. Tout à fait. Les températures les plus chaudes ont été enregistrées en Iran, dans le désert du Lout. 70 degrés au soleil, je crois, un truc comme ça. Mais bon, comme on est sur le plateau, les nuits sont fraîches. C'est vraiment la chaleur de la journée. En fait, ça permet vraiment de se requinquer la nuit, de récupérer de la chaleur de la journée. Des nuits fraîches. Voilà, une photo du groupe de 2019, octobre 2019. Voilà, ça c'est des plafonds je crois, d'une cafétéria à Ispahan. C'est la cafette du Vank, à côté de la cathédrale. Il y a une cafétéria qui est vraiment bien décorée. Ispahan toujours, le Ali Rapu. C'est de là que les rois s'installaient pour regarder les jeux de Chogan, l'ancêtre du polo. Le polo est né en Iran, avec les chevaux et tout ça. Donc les rois s'installaient là, sur le Ali Rapu, pour voir sur la grande place les jeux de Chogan. Voilà quelques images. Ça c'est Téhéran. L'entrée du grand bazar de Téhéran. Non, Tajish c'est le bazar du nord. Ça c'est le grand bazar, celui du centre. C'est l'entrée, c'est une des entrées. Ça c'est au Golestan, Korre Golestan. Bon voilà, c'est des photos pour vous donner une ambiance. Ça c'est un tapis, un métier tissé, voilà, le groupe. Donc là, on est dans la région de Shiraz. Voilà, pour vous montrer un peu la nature qu'il y a aussi en Iran. Des fois, on ne s'imagine pas qu'il y a des choses comme ça en Iran, quoi.
on a une vision un peu que c'est que sec et tout ça. Non, il y a vraiment des coins vraiment magnifiques en Iran. On dit que l'Iran est un des pays, par exemple, où vous pouvez vivre les 4 saisons simultanément. Que ce soit les mers du sud qui sont chaudes, la mer du nord, la mer Caspienne qui est plus tempérée. Si vous allez dans le désert, vous allez avoir la chaleur et le soleil. Si vous allez à plus de 4000 mètres, il y a des neiges éternelles en Iran. Vous pouvez skier toute l'année en Iran. C'est un des pays où vous pouvez skier toute l'année. Il y a des pistes de ski toute l'année. Donc vous pouvez vivre vraiment les 4 saisons à tout moment en Iran. C'est ça qui est un peu particulier. Voilà, ça c'est Morgun, je crois, les cascades de Morgun. Voilà, donc ça c'est des nomades chez qui on était allé aussi. Des bergers qui faisaient la transhumance entre Shiraz et le mont Dena. Ça c'est ce qu'on appelle le yarchol traditionnel, le frigo traditionnel. En fait, l'hiver, les pains de glace étaient mis. Vous avez une grande cuvette immense qui fait 50 mètres de diamètre. Des pains de glace étaient mis sur une dizaine de mètres de hauteur. Et après, chacun payait un petit quelque chose pour faire stocker ces jarres où il y avait de la viande, enfin ce que vous vouliez stocker pour des grandes fêtes. C'était stocké là et vous pouviez aller les chercher au fur et à mesure et puis chercher surtout de la glace aussi. Ils vendaient de la glace. Et vous voyez qu'on a aussi les tours avant qui permettaient de rafraîchir à l'intérieur. En fait, ils avaient comme ça de la glace toute l'année, grâce à ce système. Aucune mécanique, pas d'électricité, ils avaient de la glace toute l'année. Ils gardaient la glace, ils en vendaient en plein milieu de l'été, ils avaient encore de la glace grâce à ce système, qui est pareil millénaire, quoi. Ça, c'est toujours Dolatabad, le parc qu'on a vu tout à l'heure. À Yazd, oui. Ça, c'est un des hôtels, un des grands hôtels où on a été, mais qui est quand même construit sous forme un peu traditionnelle. À Yazd, toujours. L'hôtel Dad. Ça vous donne une idée un peu de type d'hôtel qu'il y a en Iran. Ça, c'est dans la région de Kerman. C'est ce qu'on appelle la forêt de Nepka. Ces arbres que vous voyez là, ça arrête le désert. Et ça sécrète une sève qui est très sucrée, qu'ils prennent pour le thé, mais qui n'est pas du sucre type glucose, c'est-à-dire que les diabétiques peuvent en prendre. Et ils fabriquent d'ailleurs du gaz, le gaz traditionnel iranien, avec ce sucre-là pour les diabétiques. Ouais. C'est pas du sucre en fait. C'est intéressant. C'est vendu c'est une des activités de Gojino. Ils récupèrent les sèves en fait sur les arbres. Les arbres, elles transpirent en fait. Il y a comme ça des petits cristaux de sève qu'elles vont récolter. Elles vendent ça dans des bocaux. Et c'est vraiment quelque chose de noble, parce que c'est pour les diabétiques, pour les gens qui ont des problèmes de santé liés au sucre, ils peuvent prendre ça sans problème. Là, c'est le logo des partenaires de Gojino, du groupement féminin. Et ça, c'est l'endroit où elles travaillent, quoi, l'endroit où elles exposent aussi ce qu'elles font. Et là, c'est des femmes du groupement, justement. C'est marqué, nous les femmes de Gojino, nous cousons. C'est quoi, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour voilà, elles écrivent ce qu'elles font pour réparer nos canates. Voilà. Mibafim, Misazim, Mikarim. Voilà. On coud, on fait de la baftan, c'est le tricot, on construit, voilà. On fait tout pour en fait générer des revenus pour réparer nos canates. Et ça, c'est les pots de la sève, je crois. Oui, là, la sève dont je vous parlais, là, c'est ça. Vous voyez, ça se présente comme ça. C'est du sucre, quoi. On prend avec le thé, avec le café.
Voilà, elles font aussi des petites choses comme ça pour les cheveux longs, des bracelets, plein de petites choses sympathiques, quoi. Hein. Et puis les pâtés, donc qui sont beaucoup plus grands, de différentes tailles. Pour décorer des coussins, ou oui, il y en a des très grands aussi pour faire couvre-lit. J'ai utilisé. Donc là, c'est Achine, c'est carrément une autre région. Donc là, c'est une région qui est abandonnée. C'est un village qui est abandonné. On va le voir tout à l'heure. Attendez. Voilà. C'est ce village-là qui est abandonné. C'est sur la route à Nain. Pour ceux qui connaissent un peu l'Iran, quand vous prenez Téhéran, vous passez Kashan en descendant. Vous avez Nain. Sur la route de Yazd, en allant vers le sud-est, à Nain, vous bifurquez. Vous avez une route qui part vers Anorak. Et ça, c'est pareil, proche du désert, là-bas, dans le coin de Anorak. C'est un ancien village abandonné, mais qu'une des dames du village s'est fixé l'objectif de réparer ce village, de le réhabiliter, de faire venir des touristes dedans, et tout ça, c'est formidable. Donc, du coup, il y a des réparations. Donc, là, vous voyez un petit peu le village, voilà, de loin. Ça, c'est par exemple un petit déjeuner quand on reste là-bas. Vous voyez, c'est vraiment... Ça, c'est les nuits. Ça permet de voir un petit peu, vous voyez, le type de ciel que vous avez là-bas. Voilà, ça vous donne une idée. Il n'y a aucune pollution de lumière, quoi. Il n'y a rien. Le village n'a pas d'électricité. Voilà, c'est ça. C'est ça. Voilà, là aussi, vous le voyez là sur une autre photo qu'on a fait avec Catherine. Voilà, vous voyez, c'est un ciel c'est impressionnant. Nous, on n'a jamais vu un ciel comme ça. Mais c'est normal, il n'y a rien. Il y a à des dizaines et presque une centaine de kilomètres autour, il n'y a rien. Aucune ville, aucun point d'électricité, rien. Donc du coup... Et les chambres sont comme ça, en fait. C'est vraiment très spartiate, quoi. Hein, c'est basique. Voilà. Voilà. Donc, du coup, on va répondre à vos questions, s'il y en a. Quelqu'un peut donner le micro ? Oui, bonjour, merci pour toutes ces informations. Ce que je voulais savoir, on va visiter quand même des sites archéologiques ou historiques. Est-ce qu'il y aura des guides qui nous expliqueront, ou est-ce qu'on reste juste entre nous? Alors, comme j'expliquais effectivement juste avant que vous arriviez, le voyage est construit vraiment, le principe du voyage, c'est qu'il est construit avec ceux qui voyagent. Donc tous les choix qui sont faits de là où on va, là où on dort, le type d'hébergement, le type de transport, est décidé à l'avance par le groupe. Quand on va sur des sites, ça dépend des sites. Il y a des sites où il n'y a aucun guide. Mais quand vous allez à Persépolis, par exemple, il y a des guides. Il y a des guides, habituellement, il y a des guides francophones, anglophones, voilà. Et là où il n'y a pas de guide, on a la possibilité, il y a des applications mobiles qui existent, faites par l'Iran, que vous pouvez effectivement, qu'on peut télécharger. Et puis ceux qui parlent anglais peuvent écouter en anglais, ou alors on peut traduire pour ceux qui parlent anglais ou qui parlent persan, traduire pour les autres. On fait souvent comme ça en fait. Okay. Voilà. Mais là où il y a des guides, oui, on prend un guide francophone. Persépolis par exemple, il y a un guide francophone. Ça permet de... Voilà. Oui. Au maximum, vous êtes 10 personnes à faire ce voyage. Et combien parle le persan? Ça dépend vraiment des voyages, Guy. Comme je disais, par exemple, le voyage de 2021, comme l'Iran était fermé aux étrangers, oui. C'était que des Iraniens ou double nationalité. Oui, mais habituellement, dans les autres groupes, c'est très rare qu'il y en ait qui parlent l'iranien, le persan. Jusqu'à maintenant, il y a eu on va dire une ou deux personnes en fait qui sont franco-iraniens ou juste iraniens. Les autres, c'est souvent que des Français qui ne parlent pas persan. Oui, donc tu es l'interprète permanent, quoi. Oui. Si je suis le seul à parler français et persan, oui, je serai le seul, oui. Non, parce que les Iraniens, beaucoup parlent anglais, beaucoup parlent français. Le français remonte bien en Iran en ce moment, notamment à cause de l'immigration vers le Canada. Parce qu'on n'en a pas trop parlé, mais l'Iran est quand même un pays particulier par rapport aux pays de la région. C'est un pays où il y a 60% d'une classe d'âge qui ont passé l'université, ce qui est quand même
un ovni en fait, hein, dans toute la région là-bas, et majoritairement féminine, c'est-à-dire le public qui va à l'université est majoritairement féminine, pas masculine. Donc ça aussi, c'est une particularité de l'Iran, il faut le savoir. Donc toutes ces personnes, il y en a beaucoup qui parlent anglais, et de plus en plus qui parlent français, parce qu'une bonne partie d'entre eux envisagent d'émigrer au Canada. Et comme le Canada exige que vous sachiez parler français avant de vous donner le visa, donc voilà. Il y a de plus en plus de gens qui parlent français en Iran. Ça monte, en Iran ça remonte. Je suis pas sûre de l'avoir entendu, mais combien de temps dure le voyage? On l'a pas dit. En général, c'est 2 semaines. Les plus courts qu'on ait fait, et c'est vraiment le minimum parce qu'on arrive rarement à se mettre d'accord sur moins que le triangle. Les gens veulent absolument voir ça. On y arrive en 12 jours, mais c'est un peu rapide. Et en général, 15-16 jours, voilà. De 12 à 16 jours à peu près. Mais bon, ça se décide avec le groupe, hein. Comme je disais, bon, je pense qu'on partirait pas pour une semaine. Mais si un groupe décide qu'on part 10 jours, 11 jours, c'est pas impossible. Je crois que le groupe d'ailleurs en 2018 c'était 12 jours, je crois. Hein. 12 ou 13, ouais, je crois. Ouais, voilà. Donc ça dépend. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, ce que je disais, je le redis parce que c'est hyper important et certains n'étaient pas là quand je l'ai dit, donc je le répète. On n'est pas une agence de voyage. On ne vend pas de voyage en fait. C'est très important que ce soit clair. On demande à ceux qui veulent voyager de devenir membres de Réagir Ensemble. Bon, c'est une cotisation de 10 €, hein. Mais parce qu'on s'inscrit bien dans une logique de membres d'une association qui veulent partir, voyager ensemble, visiter l'Iran ensemble. Et nous qui sommes les accompagnateurs, Catherine et moi, on paye notre voyage, on paye notre hébergement, on paye notre billet d'avion, on paye tout, comme ceux qui voyagent, pour que les choses soient très claires. Donc on ne vend rien en fait. Voilà. Oui, voilà. L'idée, c'est voilà, que les choses soient transparentes, construire ensemble, et voilà. Mais bien sûr, on demande à la fin du voyage, donc ça aussi je le répète parce que certains n'étaient pas là quand je l'ai dit, parce que du coup on se demande pourquoi on fait ça. Bien sûr, il y a la découverte de l'Iran, mais il y a aussi le fait de financer les projets humanitaires et solidaires. Donc on demande à la fin du voyage, aux gens qui ont voyagé, de faire un don de l'équivalent de 30% du voyage qu'ils ont fait à l'association. Voilà. Merci. Vous avez un ordre d'idée du coût d'un voyage? Pas au centime près, évidemment, mais un ordre de grandeur. Alors, ça peut être très variable. Donc, je vais vous donner les deux extrêmes. Voilà. À travers les différents voyages qu'on a fait, il y en a qui en ont eu pour moins de 1 000 € et d'autres qui en ont eu pour plus de 1 800 €. Le double. Mais parce que chacun fait des choix, en fait. Vous voyez, il y en a qui disent, nous, on vient dans le groupe, mais ça ne nous gêne pas de dormir en dortoir avec d'autres. Donc si on va dans un hôtel où il y a un dortoir, ils vont dormir en dortoir et ils payeront que genre 5 € la nuit, 10 € la nuit, 15 € la nuit. Mais d'autres vont dire non, moi je veux une chambre avec douche, avec WC pour moi tout seul. Eux, ils vont payer 30 €, 40 €. Enfin, vous voyez, je veux dire, et du coup, chacun paye finalement ce qu'il a consommé. Donc du coup, ça va du simple au double, quoi. Et pour l'instant, ça n'a jamais dépassé 2 000 € pour qui que ce soit. C'est 1 800 € de mémoire. De mémoire, c'était 1000. Sans le voyage, sans l'avion. Non, avec l'avion. Enfin, ceux qui ont voyagé, vous pouvez témoigner. Hein. 1700. Et toi, Josiane, t'en as eu pour combien? Voilà. Et c'était des voyages à 15 jours. Et c'était le même voyage. Hein. Je crois que c'était compris dedans. C'était compris dedans, ouais. C'était 1300 plus les 30%. 1700. Mais dans les 400 qu'ils ont donnés, il y a 2 tiers qui étaient déductibles de l'impôt. Donc, c'est pas Pour ceux qui tout à payent fait des impôts. nécessaire. Pour ceux qui payent des impôts. Bon, tant que j'ai le micro, je le garde. Allez-y. Vous avez une idée déjà de la période où vous le feriez en 22?
Oui, automne 2022. Oui, mais l'automne, c'est Ben, de fin septembre à a fin priori, oui, voilà, octobre. A priori, c'est octobre. Ok, merci. Septembre, c'est trop chargé, c'est trop tôt. Et puis novembre, c'est déjà trop froid. Donc, c'est plutôt octobre. Ce sera octobre. Alors, quand en octobre, à décider avec ceux qui voyagent, justement. Oui, j'ai une petite précision quand même par rapport au prix du voyage. Maintenant, avec l'augmentation du prix du pétrole, le billet d'avion risque d'être un peu plus cher que les autres années. Et puis le rial baisse. Enfin, l'euro baisse. C'est-à-dire qu'il a perdu. Donc, ce qui est bon signe pour les accords du nucléaire, là, ça veut dire que ça, c'est en bonne voie, puisque l'euro était à 32 000 tomans il y a encore quelques semaines, et il est aujourd'hui à 27 000, 26-27 000. Donc, il a perdu 20% en fait. L'euro a perdu 20% de sa valeur. Mais je précise qu'il était extrêmement gonflé à cause justement des sanctions et tout ça, puisqu'il y a encore quelques années, il était à 4 000, 3 000, 4 000, 5 000. Donc il a été multiplié par 7 à cause des sanctions. Donc ça aussi, ça va jouer sur le prix, bien sûr, parce qu'une chambre d'hôtel qui est à un certain prix en rial, bah, je veux dire, si le taux de change est favorable, bah, vous payez moins, alors que si le taux de change est à la baisse, bah, ça revient plus cher. Mais bon, sur les questions d'argent, franchement, je pense que ceux qui ont voyagé pourront témoigner que vous trouverez, c'est impossible de trouver des voyages à ce prix-là. Voilà. C'est-à-dire même le don, même une fois que vous avez fait le don, vous êtes bien en dessous de ce qui peut se faire n'importe où ailleurs, quoi, hein. Ça, c'est clair et net. Voilà. C'est l'intérêt du solidaire. Il n'y a pas de business. Je vais faire juste un petit témoignage parce que je faisais partie d'un des groupes en 2018. En fait, ce qui est bien avec ces voyages, c'est qu'on va à la rencontre des gens, des villageois, de la population locale, ce qui permet d'échanger avec eux sur des choses et entendre parfois des histoires vraiment extraordinaires. Par exemple, dans ce coin de Kurdistan iranien, près de la frontière, on a entendu que ce village, en fait, il parlait un dialecte issu de la langue aramienne, ce qui était vraiment, pour moi qui est de la région et qui m'intéresse beaucoup à la culture et à l'histoire du Moyen-Orient, j'étais totalement... je ne savais pas quoi dire parce que, voilà. Donc c'était très très intéressant. Et ensuite, dans ce village, on m'a raconté que la célébration de Nowruz était complètement différente parce qu'ils suivaient une autre tradition mélangée avec la culture zoroastrienne. Et puis même leur pratique religieuse était entre le sunnisme et le zoroastrisme, alors que l'Iran est majoritairement chiite. Donc c'était très très intéressant. Et en plus de ça, par exemple, à Yazd, quand on a vu la communauté zoroastrienne, le feu qui est toujours allumé depuis je ne sais pas combien de milliers d'années. Donc tout ça, je pense que c'est difficile à découvrir tous ces détails-là dans un voyage solitaire ou voilà, normal, quoi. Voilà. C'est vrai que cet épisode, c'était impressionnant quand même de découvrir qu'il parlait la langue de Jésus là, à l'ouest de l'Iran. Ouais. C'est incroyable. Ça sera assez rapide. En principe, j'ai compris qu'il y a 8 personnes qui peuvent venir avec. C'est ça, hein. S'il y a trop d'inscrits, est-ce que vous organisez le même voyage ou encore une fois un voyage l'année d'après? En fait, il ne peut pas y avoir trop d'inscrits puisque l'inscription est validée quand quelqu'un achète son billet, puisque chacun achète son billet lui-même. En fait, habituellement, comment on fait? Il y a un groupe qui se constitue et à une des réunions, on décide d'acheter tous notre billet. Il y a une réunion qui est faite pour acheter les billets. Donc chacun achète son billet, nous on l'achète ensemble avec notre carte bleue, chacun l'achète en même temps. Et du coup, ceux qui achètent les billets, c'est ceux qui sont inscrits. En fait, il n'y a pas de place réservée tant que vous n'avez pas acheté un billet.
Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et une fois que vous avez le billet, bah, voilà. Et puis une fois qu'on arrive à 8, une fois qu'on arrive à 10, on arrête, quoi. Terminé. Alors on peut exceptionnellement aller jusqu'à 12, mais pas plus, parce que, en fait, pourquoi ce chiffre est important? Parce qu'on pense qu'au-delà de 10, il y a des sous-groupes qui se créent. L'alchimie du groupe change, en fait. Tout le monde n'est plus ensemble. Il y a des petits groupes qui se créent. Et en fait, on ne veut pas ça, justement. On veut qu'il y ait une alchimie de groupe, que tout le monde soit ensemble, que tout le monde découvre les autres, tout le monde vive avec les autres. Bon, bien sûr, il y a des couples qui viennent, qui sont ensemble, ça, c'est bien sûr, c'est normal. Mais je veux dire, au-delà de 12, 13, ben, vous avez des petits groupes de 6, 7 personnes qui se créent, qui sont tout le temps ensemble, qui se mettent ensemble pour manger, dont les chambres sont toujours les uns à côté des autres. Vous voyez? Et du coup, vous avez deux groupes qui vivent l'un à côté de l'autre, et ça, on ne veut surtout pas, quoi. Voilà, c'est ça. Il y a plus de places que 8-10, mais pour qu'on soit un minimum à l'aise et quand on fait un peu de distance, voilà. Mais sinon, ça voudrait dire peut-être voyager à 2 véhicules. Et le fait d'être tout le temps ensemble dans le véhicule, c'est sympa quand même aussi pour prévoir ce qu'on va faire, pour échanger, pour... Encore une question. J'ai bien compris donc il y a ces 30% pour financer des projets. Je trouve ça très intéressant. Mais comment sont définis les projets qui vont être soutenus? Les projets sont portés par Réagir Ensemble. Réagir Ensemble étant une association collégiale déjà, qui a 11 coprésidents. Et c'est le conseil collégial de Strasciran qui décide des projets, de Réagir Ensemble qui décide quels sont les projets soutenus. C'est pas nous. Enfin, il s'avère qu'on fait partie, Catherine et moi, du conseil collégial. On est coprésident de cette association aussi. Enfin, Vincent peut en parler aussi. C'est cette assoce qui décide. Après, si un voyageur, lui, souhaite soutenir un projet spécifiquement en plus de ce qu'il a fait, il a le droit. Mais il ne peut pas dire, moi, je veux que mes 30% aillent pour cette association et pas pour celle-là, quoi. C'est pas possible, ça. Ah oui, bien sûr. Oui, ça va aux actions de Réagir Ensemble. Enfin, pour les actions de solidarité, là-bas, en Iran, dans les quartiers de Shiraz, chez les femmes. Chez Gojino, oui. Je ne sais pas si ça répond à votre question ou s'il y a peut-être une sous-question dans la question. Est-ce qu'il y a une orientation, un thème, quelque chose qui fait qu'à un moment donné, on dit, ben voilà, il y a telle ou telle région ou tel groupe ou tel. J'ai entendu qu'il y avait des gens qui étaient dans les quartiers difficiles. Ça, j'ai entendu qu'il y avait un axe autour des enfants. Alors, est-ce que c'est par le fait qu'il y ait quelqu'un qui vous ait sollicité, ou est-ce que c'est quelque chose que vous essayez de travailler, quoi, pour avoir un moment. Alors, si je le dis, c'est parce qu'à un moment donné aussi, on essaie toujours d'avoir, par la multiplication des mêmes projets ou des mêmes types de projets, une espèce de dynamique qui se crée, quoi. Voilà. Alors pour les projets, en fait, les projets de Réagir Ensemble, alors ça vient effectivement des besoins locaux, des partenaires qu'on a sur place, des demandes qu'on a sur place. Alors, on travaille, nous, on a des axes sur lesquels on travaille, c'est la santé, l'agriculture et le domaine sanitaire, la médecine. Donc ce sont nos thèmes. Et donc ce sont des besoins qui nous sont demandés. Et au sein du comité collégial de Réagir Ensemble, on discute, on monte le projet ensemble avec eux sur les projets que Réagir Ensemble a choisis et qui nous semblent opportuns et qui nous semblent intéressants, sur lesquels on travaille, quoi, pour justement donner que les gens là-bas puissent en bénéficier, avoir un autodéveloppement et que ces projets soient pérennes et durables, quoi. Je ne sais pas si ça répond totalement. C'est parce que j'ai une inquiétude. Moi, j'ai fait partie d'Architectes sans frontières. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait des associations qui, en fait, étaient complètement à l'inverse de l'éthique que nous avions, nous, en tant qu'association d'Architectes sans frontières, et on s'est fait piéger, quoi, pour dire rapidement les choses. Et ça, si vous voulez, c'est pour ça que j'ai un petit peu comme ça, je pose des questions. Ah non, mais on donne aussi la possibilité aux gens qui partent sur place d'aller visiter nos partenaires. Voilà, à Shiraz, plusieurs groupes sont allés voir
nos partenaires sur place. Et ça, chaque groupe choisit éventuellement d'aller les voir. Il y a pas de, là, on est transparent là-dessus. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci. Non, mais c'est pour préciser. Hein. En fait, oui, je comprends bien. Enfin, ouais. Moi, je vais prendre ma casquette de directeur d'Humanis ici, puisque je suis directeur d'un collectif d'associations solidaires, humanitaires, caritatives. Je comprends bien le fond de ce que vous dites. Des associations arrivent, font des choses comme ça, en se disant c'est bien de mettre un puits ici, c'est bien de construire un centre de santé ici, c'est bien de mettre une école ici. Puis 5 ans après, on se rend compte que l'école, c'est un poulailler, ou que c'est le terrain du chef du village et qui s'est approprié le truc, qui s'est fabriqué une villégiature. Bien sûr que ces choses-là existent. Elles existent encore aujourd'hui. On le voit en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud. Des assos se font piéger, comme c'est le bon terme hein, que vous dites, que vous avez cité. C'est pour ça que nous, si vous voulez, on travaille toujours sur la durée. On ne papillonne pas, en fait. On choisit des partenaires. Là, par exemple, les partenaires de Chilos, depuis qu'on travaille en Iran, on est avec eux. En Afrique, les projets qu'on a eus en Afrique, je veux dire, c'est des projets sur lesquels on a travaillé pendant 10, 12, 13 ans. L'association existe depuis 1994. Et on n'a pas papillonné comme ça de pays en pays, de projet en projet. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de voir l'impact de ce qu'on fait sur la durée et toujours de ne se positionner qu'en tant que bailleur. C'est-à-dire, un projet est monté correctement, il y a les partenariats qu'il faut, il y a le système de gestion qu'il faut durable, on le finance. Mais on n'est pas là, si c'est ça aussi une partie de votre question, on n'est pas là comme d'autres associations, peut-être comme Architectes sans frontières, Ingénieurs sans frontières, pour apporter, ou le Greffe par exemple, pour apporter de la compétence. Ce n'est pas l'objectif de réagir ensemble. On n'est pas sur ce terrain-là. On n'apporte pas de compétences. On apporte uniquement de l'argent à des gens qui ont tout ce qu'il faut, mais à qui il manque juste de l'argent, en fait. Vous voyez ? Mais après, on suit, bien sûr, on regarde. Mais je vais être tout à fait honnête avec vous. On n'est pas à l'abri. Et celui qui travaille de l'autre côté de la planète et qu'il est à l'abri de se faire piéger, c'est que ou il est naïf, ou il est malhonnête, en fait. Hein. Voilà. Ben oui, non, mais je veux dire, voilà, ça existe. Et les 3 associations avec lesquelles on travaille dans le quartier de Saadi à Chiraz, qui est un quartier où il y a beaucoup de réfugiés, en fait, de populations non iraniennes, ce sont des associations, on en a connu une d'abord, et en fait, c'est des associations qui bossaient déjà ensemble et qui se complètent. Parce qu'en fait, il y en a une qui bosse sur l'école, l'autre qui travaille plus sur préparer les enfants à l'école, et l'autre qui travaille sur les enfants des rues qui ne sont pas scolarisés. Et c'est dans tout ce même quartier, donc ils connaissent bien les familles. Et donc, on a aussi choisi de soutenir ces différentes associations au fur et à mesure parce qu'elles avaient une logique de partenariat entre elles et qu'on trouvait ça intéressant. Et c'était pas. C'est vrai que d'habitude, on ne soutient pas toujours dans ce même coin 3 associations. Mais là, il y avait vraiment une complémentarité, un partenariat qu'on trouvait intéressant dans ces 3 associations. Cogino, on a eu l'occasion de les rencontrer à un autre moment, dans un autre voyage, et elles nous ont touchés par ce qu'elles ont mis en place et ce que ça a apporté. Donc c'est pour ça que. Et c'est aussi, on est juste bailleur dans le sens où on achète des produits. On parle d'elles et on leur donne un financement. Mais c'est elles qui créent tout leur projet et qui le gèrent. Y a-t-il d'autres questions ? S'il n'y a pas d'autres questions, il nous reste à vous remercier d'être venus et on reste à votre disposition pour... voilà, il y a du thé pour ceux qui sont venus après qu'on fasse l'annonce, du thé, du café, des boissons, n'hésitez pas à vous servir. N'hésitez pas aussi à passer par notre site hein, si vous êtes intéressé, à nous donner vos coordonnées pour qu'on vous inscrive dans la lettre de diffusion puisqu'on informe... On a différents canaux. Alors pour ceux qui aiment la technologie, je vais vous inviter à scanner ce QR code avec votre appareil photo. Voilà, vous pouvez scanner ça
Et du coup, vous allez avoir une base de données, enfin, vous pourrez mettre vos coordonnées si ça vous intéresse. Je ne sais pas si ça marche pour ceux qui ont essayé, normalement ça devrait. Et vous allez arriver sur le site de Strassiran qui va vous proposer de donner vos coordonnées si ça vous intéresse. Donc vous vous inscrivez et puis on vous mettra dans la liste de diffusion. On vous invitera aux prochaines réunions qu'on organisera avec ceux qui souhaitent travailler sur un futur voyage. Bon. Merci beaucoup.